Merci à vous d'être venus, si nombreux, aujourd'hui. On m'a sollicité justement pour parler du réemploi de matériaux de construction, qui est un sujet sur lequel on travaille depuis pas si longtemps que ça. Non, ça fait 2 ans en fait qu'on travaille sur le sujet et que justement, je suis là aujourd'hui pour vous parler un peu de ce qu'on fait et de notre approche, notre analyse en fait de la construction et des difficultés ou des facilités qu'on peut avoir en fait à faire du réemploi de matériaux de construction. Alors en introduction, moi je suis issu de cette école tout d'abord. J'ai eu la chance et le plaisir de faire génie climatique et énergétique, donc formé à être ingénieur dans le chauffage, la clim, la ventilation, les énergies renouvelables. Et j'ai fait un peu, mais pas trop, d'architecture également. Et donc j'ai fondé il y a 3 ans Lab Ingénierie, qui est un bureau d'études en ingénierie environnementale. Donc en gros, c'est comment concevoir des bâtiments qui soient économes en énergie, confortables, sains, environnementaux. Donc en gros, stratégie bas carbone pour la construction. Et j'ai cofondé Mobius il y a 2 ans de ça, donc avec Aurélien, que vous pouvez voir à droite, qui est un bricoleur de génie et un ancien conducteur travaux de chez Vinci. Donc aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes dans cette structure, où on fait à la fois du conseil et de la production. Donc en gros, les gens qui sont en blanc, c'est les gens qui réfléchissent, donc ils sont derrière l'ordinateur. Les gens en bleu, c'est les gens qui font. Ça ne leur empêche pas de réfléchir non plus. Hier, donc j'ai animé une conférence sur cette thématique-là, donc sur ces 4 sujets qui sont ressources, énergie, économie et climat, et notamment en fait sur les liens qu'il peut y avoir là-dedans. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important sur le pourquoi du comment en fait on arrive au réemploi de matériaux de construction. Donc en résumé extrêmement rapide, il y a un lien extrêmement direct entre ces gens-là et cet ours-là en fait. Et dit autrement, tous les billets de banque que vous avez en poche, il y a un moment, c'était ça, soit de l'énergie, soit de la matière. Donc ça, il faut en avoir extrêmement conscience pour faire simple en fait. Notre économie, elle est entièrement basée sur l'extraction de ressources, soit matérielles, soit énergétiques, et les deux, c'est une économie linéaire. En gros, on extrait des ressources, on les transforme, on les produit, on les utilise, on monétise en fait tout ça. Il y a des services associés à ça, mais sans en fait la matière, sans l'énergie, il n'y a absolument aucune économie aujourd'hui, une économie linéaire. Le problème, c'est que la consommation de ressources, en fait, elle émet du carbone, et le carbone dans l'atmosphère a un léger impact sur le réchauffement climatique. Donc tout ça pour dire que l'économie linéaire a un impact direct sur le réchauffement climatique et sur l'exploitation, enfin en tout cas l'épuisement des ressources matérielles et énergétiques. Pourquoi on en arrive au réemploi? En fait, des constats qui sont assez simples. Le BTP, on bosse tous dans la construction, on peut se féliciter, on est les premiers pollueurs de France. Donc en gros, 40% de la production annuelle de déchets, c'est la construction. Un peu plus le TP que le B, mais tout de même. Le bâtiment, sur les émissions carbone en fait, annuelles en France, c'est 35% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est quand même un secteur majeur. Et surtout, après, on constate que les matériaux, lorsqu'on fait des analyses de cycle de vie aujourd'hui, lorsqu'on construit classiquement un bâtiment neuf pour 50 ans, en fait, on se rend compte que sur la durée de vie, 50% de l'énergie qui est consommée, c'est l'énergie d'usage. Donc en gros, le chauffage, le rafraîchissement, l'éclairage artificiel, la ventilation, enfin, etc. Et les autres 50%, en fait, c'est les matériaux, c'est-à-dire l'énergie qu'on a utilisée pour extraire en fait ces matériaux-là, pour les transporter, pour les transformer, pour les mettre en œuvre, et puis après pour les recycler ou tout simplement les enfuir. Et on a pu constater, et ça va arriver de plus en plus, qu'il y a une raréfaction en fait de ces ressources-là, même si on ne le sent pas vraiment au quotidien, mais il faut savoir qu'en fait on est dans des flux qui sont extrêmement tendus dans le monde sur la matière, et au moindre en fait, impact, il y a une augmentation des coûts des matières premières qui peut arriver. Ce pourquoi, aujourd'hui, donc, expliquer très simplement la linéarité de l'économie, ici par l'exemple de la construction. On achète des matériaux qui sont neufs, on construit, on va rénover ou détruire, et après on va les jeter. Donc il y a en fait, et au-delà de ça, il y a un coût lorsque j'achète et il y a un coût pour le déchet. Donc ça, c'est l'économie linéaire en fait, qui consomme des ressources, qui consomme de l'énergie. Il y a une autre manière de faire, donc c'est celle qu'on essaye de développer en fait, en tout cas, et on est un peu tous là pour ça, j'ai l'impression. C'est le réemploi en fait des matériaux, ou l'économie circulaire d'une manière générale en fait sur d'autres sujets. L'idée, c'est de dire, plutôt que de jeter, on va récupérer, on va reconditionner, et puis on va réemployer en fait directement. Une fois qu'on a dit ça, donc
suite de l'introduction, c'est qui sont les acteurs finalement de la construction, quel est le rôle de chacun dans la construction classique et quel est le rôle de chacun demain en fait dans la construction en réemploi. Et c'est un peu le but de cette conférence-là. Si on va passer en fait par étapes l'intégralité des acteurs et qui peut faire quoi à quel moment. Donc, un bâtiment, ça commence toujours par une maîtrise d'ouvrage public ou privé qui a un besoin. Je veux construire des logements, je veux construire du bureau, je veux construire un groupe scolaire, je veux réhabiliter l'INSA Strasbourg. Pour ça, j'ai besoin d'un architecte accompagné de bureaux d'études, un bureau de contrôle qui va vérifier que tout est bien mis en œuvre conformément à la réglementation. Va y avoir un constructeur ou un démolisseur qui va construire ou démolir. On va faire appel à des industriels pour produire des matériaux qu'on va mettre en œuvre. Va y avoir un assureur qui sera là pour notre assurance donc décennale ou notre dommage ouvrage. Et enfin, il y a des utilisateurs. La chaîne de la construction, c'est un peu reprendre tout ça dans le sens inverse, quelque part. L'idée, c'est quoi? C'est de faire comprendre à l'utilisateur qu'il peut utiliser un bâtiment d'occasion tel qu'il le fait avec son téléphone portable, avec sa bagnole, avec son vélo. L'assureur, lui, après, derrière, doit se dire, OK, est-ce qu'on peut assurer en fait des matériaux qui sont d'occasion? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. Les industriels, changer leur manière de penser, enfin de faire. Donc, plutôt que de produire des matériaux neufs, est-ce qu'on ne peut pas les reconditionner? Le démolisseur, plutôt que de démolir, est-ce qu'on ne peut pas reconstruire? Enfin, plutôt déconstruire, pardon. Le constructeur, plutôt que de faire des bâtiments figés, est-ce qu'ils ne sont pas en fait réemployables? Le bureau de contrôle, quelles sont les largesses qu'on va pouvoir avoir avec le réemploi ou non? Les bureaux d'études, c'est trouver les techniques de conception qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir donc concevoir en réemploi. Et pareil pour l'architecte. Et surtout, la maîtrise d'ouvrage, se dire que avoir un bâtiment d'occasion, entre guillemets, ou constitué de matériaux reconditionnés, ça a un impact en fait beaucoup plus faible sur l'environnement et surtout, ça ne change pas forcément grand-chose à la qualité d'usage de la construction. Les objectifs, à notre sens, maîtrise d'ouvrage, donc c'est préconiser le réemploi, mettez ça en œuvre, c'est possible. Les maîtres d'œuvre, concevoir par et pour le réemploi. Donc quand je dis par, c'est utiliser des matériaux de réemploi, et pour, c'est faire en sorte que demain, les constructions soient facilement réemployables, à savoir donc démontables. Les constructeurs, développer des modes constructifs, donc ils peuvent quand même aider, favoriser le réemploi. Et enfin, les industriels, c'est développer des matériaux issus du réemploi ou qui soient réemployables. Là, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, à savoir quels sont les différents acteurs qui peuvent faire en sorte que le réemploi peut être motivé. On va commencer de manière en fait très large avec l'État. L'idée, c'est pour chaque acteur, je vais présenter une personne parce que ça nous semble quand même extrêmement important. C'est que derrière, en fait, toute entreprise, tout pouvoir public, il y a des êtres humains, en fait. Le réemploi, ça passe par des femmes et des hommes, et c'est pas juste, c'est Bouygues Construction, ou c'est l'INSA Strasbourg, ou c'est la ville de Paris, ou la ville de Strasbourg, ainsi de suite. Non, il y a des êtres humains derrière tout ça, et tout ça ne se fait qu'avec des relations, en fait, humaines. Donc, l'État, qu'est-ce qu'il peut faire pour favoriser le réemploi? De manière très très large et utopique, c'est déplacer les activités économiques et politiques dans les zones qui sont déjà construites. Pour faire très simple, j'ai pas trouvé de carte en fait de où sont les zones d'activité économique en France en répartition. Ça, c'est la carte en fait du trafic aéroportuaire en France, mais qui peu ou prou donne globalement en fait la carte de l'activité économique, hormis on va dire les aéroports touristiques que peuvent être Nice ou Toulouse par exemple. Bon, quand on compare ça en fait avec la carte des logements, ou plutôt des habitations qui ne sont pas occupées, on se rend compte qu'en fait on est en négatif. Forcément en fait, il y a aujourd'hui une volonté de l'État de construire X centaines de milliers de logements par an. En revanche, en France, il y a 2,5 millions de logements qui sont vacants. C'est juste que, en fait, ils ne sont pas aux bons endroits. Donc, le fait, dans un premier temps, de se dire qu'on déplace les activités économiques ou politiques aux bons endroits, ça permet de réemployer des constructions qui sont existantes et de les réhabiliter et de limiter justement la consommation de ressources énergétiques, matérielles et ainsi de suite. Le vrai sujet, à notre sens, et qui arrive tout doucement, c'est augmentation donc de la TGAP, de la taxe sur les activités polluantes. Si demain, votre tonne de déchets ne coûte plus 130 € et passe à 250 € comme c'est le cas en Belgique, par exemple,
et ben ça va un peu bouger derrière. Donc ça, c'est vraiment un accent sur lequel l'État pourrait très largement en fait mettre l'accent sur ces éléments-là pour justement forcer les gens à recycler, à réemployer. Pourquoi? Parce qu'il y aurait une logique économique en fait qui se créerait à ce moment-là. On taxe volontairement les déchets et donc en fait ça devient rentable de se dire on va recycler, on va réemployer. Subventions. Il y en a assez peu aujourd'hui en faveur du réemploi. L'ADEME s'y met tout doucement. Mais en revanche, il y a quand même une logique qui serait assez intéressante, c'est de subventionner très largement les initiatives au réemploi. Donc là, j'ai noté via association ou entreprise. Mais aujourd'hui, le réemploi, c'est un peu le désert. Chacun s'y met, c'est un risque économique. Et le fait de subventionner pourrait quand même très largement favoriser ces éléments-là. Diminuer la TVA sur les produits de réemploi permettrait justement de favoriser en fait, l'achat à matériaux équivalents sur des matériaux de réemploi plutôt que des matériaux neufs. Le crédit d'impôt, comme il y a des crédits d'impôt sur les installations d'énergie renouvelable, on pourrait très bien imaginer que ça pourrait se faire donc, pour les particuliers. La taxe carbone des produits du BTP, on peut très bien imaginer de mettre en place une taxe qui soit indexée sur le bilan carbone en fait, des matériaux qu'on achète, tout simplement. Et enfin, si c'est bien... Non, c'est l'avant-dernière. Il y a un problème avec les maîtrises d'ouvrage publiques, c'est qu'elles ne peuvent pas vendre en fait, de matériaux. Et ce qui serait quand même assez intéressant, c'est de mettre en place un arrêté à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des opérations où on se rend compte qu'une fois qu'on a déconstruit, en fait, la maîtrise d'ouvrage publique est toujours détenteur de produits qui valent de l'argent. En revanche, elle ne peut pas faire de facture en disant bon, voilà, je vais vendre un groupe électrogène, ou je vais vendre 3 cassettes de clim, ou je vais vendre 50 radiateurs. Non, elle n'a pas le droit en fait, de le faire. Donc, ce qui dit que si elle ne peut pas faire ça, ça veut dire que c'est l'entreprise de curage-démolition qui doit faire une moins-value. Mais bon, malheureusement, aujourd'hui, ce pas les entreprises les plus transparentes en fait, dans le milieu de la construction, donc on ne sait jamais vraiment ce qui se passe. Donc cette chose-là permettrait en fait, de fixer un prix justement aux matériaux pour pouvoir en fait, faciliter la mise en œuvre du réemploi. Obligation légale des maîtrises d'ouvrage publics et privés, donc à mettre en œuvre un diagnostic réemploi pour chacun en fait de leur bâtiment et un schéma directeur en fait de son patrimoine. C'est déjà le cas sur les audits énergétiques, donc ça fait 5 ans que ça a été mis en œuvre. À partir d'un certain niveau de chiffre d'affaires pour les entreprises ou de patrimoine pour les actions publiques, on est obligé tous les 5 ans de faire un audit énergétique de ces bâtiments. On pourrait très bien dire que on va obliger maîtrises d'ouvrage publics et privés qui ont un patrimoine donc, de biens immobiliers suffisamment large à mettre en place des diagnostics et un schéma directeur donc, sur ces éléments-là. Donc, on en arrive aux maîtrises d'ouvrage. Cette personne-là, par exemple. Qu'est-ce que les maîtrises d'ouvrage peuvent faire? Vraiment, la première des choses à faire, c'est de diagnostiquer en fait, ce dont quoi une maîtrise d'ouvrage est propriétaire. C'est bête à dire, mais 10 ans plus tard, c'est plus forcément les mêmes personnes, je reparle encore une fois des personnes qui peuvent être là, ne savent plus forcément ce qu'il y a à l'intérieur d'un bâtiment, ce dont quoi les gens sont propriétaires. Donc l'idée, c'est de faire un premier diagnostic, donc de dire voilà, vous êtes détenteur de ça, ça, ça et ça, puis de mettre en place un schéma directeur pour développer en fait une stratégie de réemploi. Tous les bâtiments ne vont pas être utilisés un siècle, il y a des bâtiments qui vont être réhabilités, il y en a d'autres qui vont être démolis, donc comment mettre en place ces scénarios-là en fait dans le temps. Et à notre sens, c'est vraiment une des premières choses à faire, les plus simples. Pourquoi? Parce que si on se prend suffisamment en amont, on a le temps. C'est une chose que je vais vous montrer qu'on fait à Paris sur la ZAC Saint-Vincent-de-Paul pour Paris Métropole Aménagement, où on fait un schéma directeur sur 4 ans. On a le temps de voir venir les choses, on a le temps d'auditer les bâtiments, on a le temps de trouver des repreneurs, des filières en fait, de réemploi, on a le temps de monter en fait, des filières et on n'est pas dans l'urgence de « j'ai un bâtiment à démolir dans 3 semaines, qu'est-ce que tu es capable de récupérer ?» Donc, ce schéma directeur, il y croit. Donc, qu'est-ce qu'on va déconstruire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir réemployer? Qu'est-ce qu'on va valoriser sur site ou à l'extérieur? Qu'est-ce qu'on va revendre? Qu'est-ce qu'on va recycler? Et surtout, il y a une notion de phasage qui est extrêmement importante, parce que la notion de phasage, en fait, elle est liée au marché, en fait, tout simplement. C'est de comprendre la complexité qui peut se passer. Est-ce que j'arrive avant ou après l'entreprise de curage-démolition? Est-ce que ça se fait durant la maîtrise d'œuvre ou est-ce que c'est en amont? Donc, par l'exemple, donc je vous parlais de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul.
Donc on est responsable en fait du schéma directeur réemploi sur une dizaine de bâtiments. Donc la première chose qu'on fait, c'est diagnostic ressources, donc matière plus matériaux. On distingue matière et matériaux. Pour nous, matière, c'est globalement, c'est le gros œuvre. Ça, c'est une autre entreprise qui est chargée de ça, qui s'appelle NeoEco, qui fait très bien son boulot. En gros, elle travaille sur le gros œuvre et l'enveloppe. Les points particuliers qu'elle effectue, par exemple sur le gros œuvre, ben voilà, vous avez 5 bâtiments qui sont construits en béton. Ben en fait, eux vont faire un carottage du béton, vont envoyer ça en labo, vont analyser en fait quel est ce type de béton-là, et puis vont recréer une formulation. Pourquoi ? Parce que c'est de dire que si on va concasser en fait ce béton-là, et avec cette formule-là, on peut recréer du béton structurel. Ce qui fait que ce granulat-là n'a plus en fait vocation à devenir du remblai, mais peut devenir en fait du granulat pour du béton de réemploi. Aujourd'hui, l'Union européenne vous dit que vous pouvez utiliser jusqu'à 30% en fait de granulat issus du réemploi. Imaginons que ça puisse devenir plus important, et ça peut être le cas de manière, on va dire, ça a déjà été fait par le test et par l'exemple. En tout cas, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est que voilà, mon mètre cube de granulat qui valait 1, et ben en fait, il peut valoir 3 du jour au lendemain parce qu'on a trouvé une formulation. Et les gens qui récupèrent ces granulats-là, ben, c'est rien d'autre que Lafarge, Holcim, Béton-Fer et ainsi de suite. Donc, on distingue le béton, plutôt la matière, donc le gros œuvre, des matériaux, où nous, on est plus en fait Mobius spécialisé dans les matériaux de second œuvre. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire le catalogue IKEA de tout ce qu'il y a en fait dans la construction. Donc, on va dire, voilà, ben, y a, dans cet amphithéâtre, il y a 100 sièges en bois, il y a 50 luminaires, donc bref, des plafonniers, il y a 6 bouches de ventilation, il y a 4 haut-parleurs, il y a un micro, et ainsi de suite. Et c'est de dire à chaque fois leur qualité et leur quantité. Donc on se retrouve en fait avec un bouquin de 300 pages par bâtiment et un énorme fichier Excel, mais qui est la base en fait d'un schéma directeur qu'on peut mettre en place. Ce schéma directeur, il dit quoi ? Encore une fois sur l'exemple de Saint-Vincent-de-Paul, voilà, ces éléments-là, en fait, ils sont de qualité, et puis de toute manière, soit sur l'opération de rénovation, enfin de réhabilitation, sur l'opération neuve qui va venir, vous allez avoir besoin exactement du même élément. Je donne l'exemple du radiateur qui est assez, en fait, exemplaire, puisque un radiateur en fonte, c'est quand même quelque chose qui, qualitativement, peut durer quand même plusieurs décennies. Il suffit en fait de les nettoyer, de les ressabler, de les repeindre. Il y a des entreprises qui savent faire ça. Et surtout que ce type de radiateur-là coûte aujourd'hui extrêmement cher. Donc l'idée, c'est de définir quels sont les matériaux en fait, qu'on va conserver in situ. Donc potentiellement qu'on va mettre dans le marché de curage, ou plutôt de déconstruction, c'est-à-dire entreprise de déconstruction, chiffrez-moi la dépose sélective des 100 radiateurs qu'il y a dans ce bâtiment-là. Donc avec ce type de conditionnement-là, et stockage soit sur site, soit ailleurs. Ce stockage-là, en fait, ou plutôt cette logique de conservation, elle se rapproche, je passe tout de suite en fait, à la vente. Pourquoi ? Parce que le stock, en fait, malheureusement, coûte extrêmement cher. Même si ça paraît très logique, en fait, de déposer des radiateurs, de les stocker sur site en fait, pendant 2 ans, il y a une logique quand même qui vous dit que stocker pendant 2 ans, il faut trouver un local qui soit hors d'eau, hors d'air, maintenu en température, c'est quand même beaucoup mieux pour beaucoup d'éléments du bâtiment, notamment en bois, pour pas qu'ils travaillent de trop. Et au-delà de ça, le stock en fait coûte très cher. Par exemple, nous on produit des dalles de faux plancher techniques. 6 mois de stockage coûte le prix en fait de la dalle. Donc il y a une logique à limiter le stock pour travailler en flux tendu pour limiter le coût des matériaux de réemploi. Donc le mieux c'est de déposer un endroit, de voir qu'il y a une opération qui est à X kilomètres qui en a besoin, d'emmener ces éléments-là à cet endroit-là. Et pour 2 ans plus tard, chercher des radiateurs en fait, ailleurs pour les renvoyer sur le futur bâtiment. Au milieu de tout ça, nous on préconise la donation. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui malheureusement ne valent rien. Je donne un exemple, ces interrupteurs-là, vous n'allez pas les faire déposer par une entreprise de curage. Pourquoi ? Parce que le coût de la dépose pour après le coût du conditionnement, le coût du transport, le coût du reconditionnement, le coût de la réassurance, en fait, vous allez arriver à un prix qui est 5 à 10 fois supérieur à celui du prix que vous aurez pour l'interrupteur identique neuf chez Leroy Merlin. Ce que ça raconte, c'est que quelque part, la matière et l'énergie ne coûtent pas assez cher.
Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on propose à des associations de venir récupérer gratuitement ces éléments-là. Donc, on organise en fait des journées de dépose collaborative. On fait venir des associations dans les bâtiments. On les a prévenus donc X semaines à l'avance en leur disant voilà ce qu'on a, faites votre liste de courses. Nous, on vous dira que cet interrupteur, ce luminaire, ce mobilier-là est situé à tel endroit, à tel endroit. Venez avec vos équipements de protection individuelle, montrez-nous votre responsabilité civile. Voilà, venez avec tels outils et vous allez pouvoir déposer en fait ces éléments-là pour pouvoir les réemployer, les réutiliser ailleurs où vous le souhaitez. Pour aller un peu plus loin, donc là, c'est la maîtrise d'ouvrage, mais ça devient après le métier de l'AMO réemploi, entre guillemets, mais je poursuis puisqu'on est sur cette lancée-là. Il y a la rédaction des CCTP de curage démolition qui est extrêmement importante dans ces cas-là. C'est de savoir décrire correctement de quelle manière déposer, de quelle manière conditionner, de quelle manière transporter, où est-ce qu'on va stocker, est-ce que l'entreprise doit charger, oui ou non, dans un semi-remorque pour que ça s'envoie ailleurs, pour qu'elle puisse chiffrer au plus juste. Et surtout demander en fait le chiffrage du même élément en curage, enfin plutôt en démolition, et du même élément en déconstruction, pour qu'on puisse en fait comparer ces deux éléments-là et choisir en fait tout simplement en fonction du prix et de les motiver également à faire ça. Donc de choisir les éléments qu'on va déposer pour être réemployés ultérieurement. Enfin le suivi de chantier, classiquement. La gestion du stockage, qui n'est pas une gestion facile. Sur la SAC Saint-Vincent-de-Paul, on a de la chance. On a beaucoup de zones en fait, qui ne vont pas être utilisées durant le chantier. Donc on va se permettre en fait, de stocker in situ. Il y a des parties qui sont à l'intérieur, des parties à l'extérieur. Donc forcément, les matériaux qui sont inertes, on va les mettre à l'extérieur. Par exemple, les radiateurs, on en a stocké certains à l'extérieur. Filmé, bâché, voilà, ça peut tenir dans le temps. En revanche, ce que je disais, c'est des matériaux qui sont type isolant ou type bois ou je ne sais quoi. Là, le stockage à l'intérieur, hors d'air, est quand même très largement conseillé. Donc c'est également une chose à prévoir dans le planning. Pourquoi? Parce qu'en général, sur chantier, on n'a pas beaucoup de place. Enfin, il y a quand même une logique qui peut être intéressante pour la maîtrise d'ouvrage en termes de communication, et il faut également, vous, maîtrise d'ouvrage, vous pouvez communiquer sur ces choses-là et motiver les maîtrises d'ouvrage pour dire voilà, je suis vertueux parce que je fais du réemploi. En fait, il faut savoir, donc, comme ce que je disais avant, c'est les matériaux, c'est 50% de l'énergie qui est consommée dans un bâtiment durant sa durée de vie, et ça monte extrêmement vite en énergie et extrêmement vite en fait en carbone. Donc nous, ça c'est un bilan d'opération qu'on a fait sur un tout petit bâtiment de 2000 m². On a récupéré 20% en masse de la totalité des déchets. En fait, quand on fait l'équivalent de ça, l'énergie qui a été consommée pour mettre en œuvre, enfin plutôt pour transformer la matière en des produits de construction, ces 20% là, en fait, ça représente 1 an de consommation énergétique du bâtiment. Si cette énergie-là, ou plutôt son équivalent carbone, vous le mettez dans une bagnole, en fait, ça représente 7 tours du monde. À titre de comparaison, en fait, le gobelet en plastique que vous avez à la machine à café, il a fallu 2 grammes de pétrole, en gros, pour produire ce gobelet en plastique-là. 2 grammes de pétrole, si vous le mettez dans une bagnole, vous faites 50 mètres, en fait, en voiture. Donc, un gobelet en plastique, c'est 50 mètres en voiture. Ça va super, super vite. Donc, les matériaux contiennent énormément en fait, d'énergie grise et de carbone, et ça, faut l'avoir en tête. Il y a un outil qui est extrêmement puissant dans les consultations. Donc, en gros, d'un côté, si je devais résumer, donc maîtrise d'ouvrage, mettre en place préalablement à quoi que ce soit, en fait, un diagnostic, un schéma directeur, réemploi, bien en amont de toute autre consultation. Une fois que les consultations sont en place, c'est favoriser le réemploi. Donc, il y a un programme environnemental qui, en général, existe aujourd'hui beaucoup pour des questions énergétiques, donc la réglementation thermique, mais également les certifications haute qualité environnementale, et ainsi de suite, mais qui peuvent également le devenir par le réemploi. On peut donner des objectifs de réemploi. Donc ça, c'est des choses qu'on a mis en place sur Saint-Vincent-de-Paul. C'est qu'il y a 6 concours en fait de maîtrise d'œuvre, donc soit pour des bâtiments neufs, donc qui ont été préalablement démolis, soit sur des bâtiments réhabilités. On va mettre en place des objectifs carbone, des objectifs énergétiques ou des objectifs en euros. Quand on dit objectif carbone, c'est de se dire que voilà,
X% de votre bâtiment d'un point de vue bilan carbone, enfin plutôt le bilan carbone de la future construction, à 5, 10 ou 15% doit contenir en fait des matériaux de réemploi. Idem pour l'énergie et idem pour les euros. Voilà, c'est de se dire qu'on se donne un objectif que 5% en fait du montant de travaux de la future construction concerne des matériaux de réemploi. Aujourd'hui, on est clairement sur du test. Ces pourcentages-là, on les a fait au calcul de coin de table et au doigt mouillé. Mais bon, en tout cas, c'est de donner des objectifs chiffrés pour que l'équipe de maîtrise d'œuvre en fait, puisse les suivre. Bien évidemment, ça c'est un message aux maîtrises d'ouvrage, intégrer le coût du réemploi dans la conception parce que c'est quand même du temps passé. La maîtrise d'œuvre va vous coûter plus cher parce qu'il y a du temps en fait de recherche, d'élaboration en fait de ces techniques-là. Et pareil, la prime concours, hein, elle est pas, c'est pas un élément de plus qu'on vient diluer en fait dans tout ça. Il faut prévoir cette chose-là parce que sinon on peut pas travailler correctement. Voilà pour ces éléments-là. Si vous avez des questions, je pense que pendant l'intervention, ça me va très bien. L'AMO réemploi, donc c'est un métier qui se met en place tout doucement. Ça, c'est des gens comme nous. Tout d'abord, c'est un métier à créer, donc il y a toute la chaîne de ce métier-là en fait qui est à mettre en œuvre. Le premier des buts, c'est pousser les maîtrises d'ouvrage à effectuer donc des diagnostics, c'est ce qu'on se disait. C'est vraiment diagnostiquer les éléments pour qu'on puisse justement avoir une visibilité sur ce qu'il y aura à pouvoir réemployer. Il y a développer la compétence de diagnostiqueur réemploi. C'est une chose qui n'est pas forcément aujourd'hui intégrée dans les bureaux d'études. Il y a le diagnostic déchets qui est obligatoire, qui est existant. Mais en revanche, le diagnostic réemploi va un peu plus loin. Là où le diagnostic déchets en fait, quantifie les déchets en tonnage, en mètres cubes, enfin en volume, ou je ne sais quoi, là l'idée c'est vraiment de se dire on va quantifier les éléments en quantité, en qualité. Aujourd'hui, ça manque d'outils également. Ça, c'est des outils barbares qu'on met en œuvre. L'idée aussi, c'est de faciliter ça avec la création en fait, de nouveaux outils. Bien sûr, transcrire le diagnostic dans le projet, donc c'est d'aider la maîtrise d'œuvre à se dire bon voilà, il y a tous ces éléments-là qui sont sur site, qui sont inclus dans le diagnostic. Voilà comment est-ce que demain on peut les réemployer. Donc c'est faire cet effort-là donc de persuasion, de trouver les technicités qui vont bien pour pouvoir intégrer ça dans les projets de maîtrise d'œuvre. Trouver les filières de réemploi locales, que les matériaux donc, viennent soit du site ou viennent en fait d'ailleurs. Notre conviction, c'est que le réemploi en fait marche à l'échelle départementale, régionale. C'est vraiment un tissu d'acteurs locaux qu'il faut développer à peu près partout. Le problème, c'est qu'il y a assez peu aujourd'hui d'initiatives en fait qui sont connues. Si vous regardez en Belgique, en revanche, donc ça, ils ont un petit temps d'avance. Donc c'est sur le site opalis.be. Vous pouvez avoir accès en fait à toutes les entreprises qui vont vous proposer en fait des matériaux de réemploi. Donc cette cartographie-là, elle commence à se mettre en place doucement. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a assez peu d'acteurs en fait du réemploi aujourd'hui en France. Préconiser le réemploi dans les bâtiments neufs. Donc ça, un bâtiment qui est neuf aujourd'hui, il y a globalement, enfin qui va se faire, il y a globalement deux missions. Hein. C'est de proposer à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvre de construire de manière en fait, d'une part modulable et d'autre part que ce soit en fait déconstructible. Nous, on travaille là. Donc c'est un bâtiment de Dominique Perrault. À Boulogne-Billancourt, c'est le futur siège de BNP Paribas Immobilier, où ils sont venus nous chercher en nous demandant ou plutôt de quelle manière on peut intégrer des matériaux de réemploi dans notre futur siège qui est une réhabilitation. Donc nous, élément par élément, par exemple en fait avec cette vasque, on a fait l'étude en fait technico-économique de est-ce que ça a un intérêt, est-ce que c'est possible en fait de faire du réemploi de ces matériaux-là. Donc on va se poser la question comment est-ce qu'on dépose en fait cet élément-là, comment est-ce qu'on le conditionne,
comment après est-ce qu'on va en fait effectuer un traitement correctif sur ces éléments-là, comment est-ce qu'on va le réassurer. Tout ça, le but en fait, c'est de se dire voilà les problématiques en fait techniques et d'interface auxquelles on va faire face, et de mettre en fait un prix derrière tout ça. Le prix, il a un prix économique et il a également un prix carbone. Si on regarde, en fait, là, on a fait, ça sort de l'ACV d'un bâtiment qu'on a effectué dernièrement. Donc là, vous voyez uniquement le second œuvre. En fait, les deux grandes barres, là, donc c'est un bâtiment de bureau. Ça, c'est le bilan carbone du faux plancher technique. Ça, c'est le bilan carbone de la moquette. Donc vous voyez que c'est deux éléments de second œuvre qui sont extrêmement carbonés. Et après, ici, donc tout ce que vous voyez sur le graphique de droite, c'est l'extraction en fait de ces éléments-là. Donc vous allez avoir l'interrupteur, du carrelage, des chaises et ainsi de suite, qui ont un bilan carbone qui est amoindri. Nous, la stratégie qu'on met en place, donc en fait, elle est double. L'idée, c'est de se dire que, d'une part, on va économiser du carbone en masse, donc on va aller taper sur le faux plancher technique et sur la moquette. Le faux plancher technique, c'est un avantage, c'est que ça ne se voit pas. Donc en fait, c'est du carbone économisé sans aucun effort en fait de personne, ni esthétique, on va dire, ni technique, parce que c'est pas très compliqué. La moquette, c'est plus compliqué parce que vous imaginez bien que, j'imagine qu'il y a des architectes dans la salle. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas un panel de moquette de réemploi. Déjà, il y en a très très peu de la moquette en réemploi, et le panel en fait n'est pas forcément très large en termes d'esthétisme, de couleur. De motifs. En revanche, il y a des choses sur lesquelles on peut taper qui ne sont pas très impactantes niveau carbone, mais qui peuvent l'être d'un point de vue culturel. Par exemple, la poignée de porte. C'est-à-dire que tous les jours, la poignée de porte de mon bureau que j'ouvre, en fait, elle est d'occasion. Elle vient d'un bâtiment à 10 km. Cette poignée de porte-là, elle a déjà eu 30 ans de vie et elle fonctionne encore aujourd'hui. Ou du mobilier. Donc c'est typiquement ce genre de choses qu'on a envie de faire passer dans les projets. Oui, d'un point de vue carbone, oui, d'un point de vue énergétique, ça n'a pas beaucoup en fait d'impact. En revanche, d'un point de vue culturel, pour faire avancer la chose, ça fonctionne. Ça peut faire fonctionner les choses. Architecte. Pour les gens quand même qui, encore heureux, qui ont, on va dire, initié, ou en tout cas l'ont popularisé en France, notamment à travers l'expo Matière Grise et à travers plusieurs bâtiments en fait, qu'ils ont fait. Clairement, ils ont beaucoup fait pour le réemploi donc, à l'échelle nationale aujourd'hui. J'allais dire, la première des choses que vous, architectes, vous avez à faire, je dirais, c'est concevoir avec l'existant. J'aimerais bien que dans 10 ans, ça devienne has-been d'être architecte de bâtiments neufs, en fait. C'est de se dire, on va se démerder pour trouver des solutions, pour réhabiliter n'importe quel bâtiment, trouver des solutions pour changer les usages, passer de bureau à logement, de logement à bureau, même si c'est complexe sur le papier, mais travailler d'abord avec l'existant. La deuxième chose, c'est intégrer donc forcément des matériaux de réemploi. Aujourd'hui, il y a des éléments qui sont plus ou moins faciles en fait à réemployer. Il y a notamment les matériaux inertes, donc par exemple les pavages, les pavés, la tuile, la brique. Ça, c'est des choses qui sont potentiellement en fait réemployables. Je fais juste une petite parenthèse. Je dis ça, je donne des exemples ici. Le problème, et à mon sens c'est le fond du problème, c'est qu'il y a très peu de filières de réemploi. Donc si on veut tous développer le réemploi de matériaux de construction en France, la première des choses à faire, c'est de développer des filières, c'est encourager des gens qui ont envie justement de se décarcasser pour monter des filières une à une, ou motiver des industriels à changer leur modèle économique pour faire du réemploi. C'est que sans ça, en fait, il ne va pas se passer grand-chose, au final. C'est qu'on peut tous être de bonne volonté, on peut tous, en fait, valider le fait que le réemploi, c'est bien, c'est intéressant. Si on ne trouve pas des gens pour le faire, il va rien se passer. Donc, ça, c'est les éléments, en fait, qu'on va plutôt dire, qu'on a identifiés, qui sont facilement, en fait, réemployables. Pourquoi ? Parce qu'ils sont inertes, parce que la norme n'est pas forcément très complexe, parce que dans le temps, leur qualité ne va pas forcément varier. Donc, on peut très bien utiliser des pavés de réemploi. Par exemple, à Paris, la mairie de Paris a un atelier de reconditionnement de pavés. Ils récupèrent l'intégralité des pavés de la chaussée quand ils refont les chaussées. Et après, ils les reconditionnent, c'est-à-dire qu'ils les retaillent, en fait, tout simplement, pour leur propre usage. Et vous pouvez également leur acheter des pavés. Des éléments de seconde œuvre qui peuvent également être réemployés, les luminaires, le faux plancher, bref, les sanitaires, on va y arriver. Le sujet étant toujours le même, trouver les gens qui ont envie
de monter ces filières-là de réemploi. Aujourd'hui, je dirais qu'on est dans la phase de tremblement, on va dire, avant la phase où tout va bien se passer. Pourquoi ? Parce qu'on est tous en fait en train de se chercher sur cette question du réemploi. Qui fait quoi et à quel moment ? Le but étant vraiment de fonctionner, enfin, à mon sens, en flux tendu et de motiver, je le répète encore et encore, de motiver des gens à créer des filières de réemploi, à créer des magasins en fait, de réemploi, mais des choses qui soient extrêmement concrètes. Concevoir démontable. Aujourd'hui, pourquoi on a du mal en fait à réemployer des matériaux ? Parce que tout est collé et tout est vissé. Rien n'est fait ou pas grand-chose pour qu'on puisse réemployer des matériaux. Donc demain, c'est concevoir avec des techniques constructives qui soient de réemploi. Donc dit autrement, c'est soit faire du mécano, soit faire du Lego. Il y a des choses qui peuvent se faire. C'est construire voilà, en ossature. C'est construire avec des éléments bois qui peuvent se démonter. C'est construire avec du préfabriqué qui lui aussi après peut être démonté, remonté en fait ailleurs. C'est utiliser ce type de cloisonnement. C'en était tout pour messieurs et mesdames les architectes. Les bureaux d'études. Quand je parle de bureaux d'études ici, on est plutôt sur, on va dire, une généralisation des bureaux d'études. J'ai pas trouvé de photos. J'avais envie de mettre des gens en blouse blanche, mais non. La première des choses, c'est que le bureau d'études détient en fait la technicité. Donc là, c'est d'éviter de faire le copier-coller du CCTP habituel. Donc c'est vraiment de réfléchir à comment est-ce qu'on va déconstruire pour que l'entreprise de démolition déjà se rende compte en fait de quel protocole opératoire ils ont à mettre en œuvre pour qu'ils puissent chiffrer ces éléments-là. Ce que je disais précédemment, c'est exiger à la fois le prix en démolition et exiger le prix en déconstruction, pour pouvoir justement comparer les choses et surtout en fait pour qu'ils puissent être beaucoup plus transparents sur les moins-values qu'ils peuvent avoir sur eux de la revente en fait de matériaux qu'ils effectuent déjà. Aujourd'hui, les entreprises de curage sont pas idiotes. Hein. Si elles peuvent valoriser du cuivre, elles le font, c'est normal. Nous, on a vu des chantiers donc où les luminaires partaient en Pologne, certaines portes partaient donc en Afrique du Nord. Oui, c'est pas in situ, mais ça reste du réemploi. Sauf que vous ne le savez pas. En fait, ils sont absolument pas transparents pour ça. Mais c'est justement forcer les entreprises de curage à ce qu'on se rende compte de quelles sont déjà les actions qui sont faites aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut les relocaliser. Déjà ça, c'est grand chose en fait de pouvoir le faire. Et à mon sens, pour ça, c'est définir un prix en démol et définir un prix en déconstruction sélective. C'est également pour favoriser en fait le réemploi dans les constructions neuves, c'est rédiger des CCTP, donc des cahiers des clauses techniques et particulières, avec des performances techniques et non pas en fait des produits. C'est d'aller dans la logique de voilà, techniquement j'ai besoin de ça. Je ne veux pas ce produit-là, mais j'ai besoin de ça techniquement. Et surtout remettre en cause les CCTP existants, puisque nous on a pu avoir le cas sur pas mal de matériaux différents. C'est qu'il y a quand même on a l'impression qu'en fait, on va mettre en œuvre des matériaux qui vont être utilisés pour 2 à 3 fois leurs usages. Je donne l'exemple des dalles de faux plancher techniques. On a des CCTP où c'est du copier-coller, où on se rend compte que on pourrait mettre un éléphant en fait sur des dalles là. Et en fait, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Et limiter en fait, enfin plutôt, c'est mettre les performances techniques au plus juste de leur usage permet de faciliter en fait le réemploi. Juste pour titre de comparaison, et j'aime bien ça, globalement dans la construction, le coefficient de sécurité, il est de 2. Voilà, on construit un bâtiment, on construit un pont, la puissance de chauffage d'un radiateur, enfin pas d'un radiateur, mais plutôt d'une chaudière, on va multiplier par 2. Globalement, c'est l'ordre de grandeur qu'on a aujourd'hui. Dans l'aéronautique, le coefficient de sécurité pour un avion, il est de 1,05. Il est de 5%. Pourquoi ? Parce que si vous dépassez ça, en fait, l'avion ne décolle plus. Donc l'idée, c'est ça, c'est que si l'avion ne décolle plus avec 5%, dans le bâtiment, c'est un peu pareil. C'est ne pas surchiffrer, pas surchiffrer, ne pas surdimensionner les éléments, parce que ça ne facilite pas, en fait, le réemploi. D'autre part, prendre en compte ces éléments de réemploi dans les certifications, ça permet quand même de motiver les maîtrises d'ouvrage, qu'elles soient publiques ou privées, c'est d'obtenir en fait les pins environnementaux
qui vont permettre justement de s'enorgueillir de leur action environnementale sur leur bâtiment. Et il y a quand même pas mal de certifications aujourd'hui qui sont bien usitées en France qui permettent ça. Enfin, la vérification de la bonne mise en œuvre des préconisations, que ce soit en phase déconstruction ou construction. Donc c'est en gros, c'est être sur le terrain et suivre ce que fait l'entreprise de construction ou l'entreprise de démol. Le CSTB, en présence de son directeur. Il y a une chose que le CSTB peut faire aujourd'hui pour lancer le réemploi en France. Il y a la future réglementation thermique qui va devenir une réglementation en fait environnementale, donc E+C-, énergie positive, carbone négatif, où au-delà de prendre en compte les performances thermiques du bâtiment, on va également prendre en compte les performances en termes de carbone, à savoir prendre en compte le carbone des énergies et des matériaux. Aujourd'hui, le problème dans ce calcul-là, donc qui va devenir la réglementation d'ici à 2 ans, c'est que le réemploi n'est pas pris en compte. Malheureusement, vous mettez un matériau de réemploi dans un bâtiment qui veut être certifié E+C-, en fait, vous allez prendre la fiche neuve. Pourquoi ? Parce que la fiche de réemploi, en fait, n'existe pas. Et il n'y a pas de valeur forfaitaire pour ça. Donc moi, je les incite beaucoup, s'ils ont envie d'inciter le réemploi, à mettre en place des valeurs forfaitaires qui soient de moitié, du quart ou du dixième, en fait, du produit neuf. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, faire une déclaration environnementale et sanitaire, donc en gros, c'est d'avoir le poids carbone de son matériau dans une base de données. En fait, c'est assez complexe et ça coûte assez cher. Nous, on l'a mis en place juste à titre d'information. En gros, pour faire une FDES, il y en a pour 15 000 € et ça dure 2 ans. Donc, quand on se dit qu'il y a 100 matériaux de réemploi potentiels, c'est 100 fois 15 000 € pour qu'ils soient validés en fait, dans un moteur de calcul. Et pour faire ça, ça prend 1 an, globalement, de 6 mois à 1 an. Donc, cette fiche de déclaration environnementale, elle dit quoi ? C'est qu'il faut prendre en compte l'énergie et le carbone qui est consommé durant la phase de production. Donc, on extrait des matières premières, voilà, ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour un produit neuf. Donc, forcément, pour un produit réemployé, la phase de production, quelque part, elle n'existe pas, puisque vous ne produisez rien, vous récupérez. Il y a la phase de transport. La phase de mise en œuvre qui du coup devient une phase de reconditionnement. Par exemple chez nous, en fait, c'est le fait qu'on fasse tourner des machines pour justement reconditionner nos éléments. Il y a la vie en œuvre qui est également pris en compte. Là, il y a une petite anecdote qui est assez intéressante, qui est que le bilan carbone, par exemple d'un plancher, si le plancher n'est pas revêtu, en fait, le bilan carbone s'arrête, est nul en fait en vie en œuvre. Pourquoi ? Parce qu'on estime qu'on ne va pas marcher sur ce plancher-là. Pourquoi ? C'est parce qu'on va mettre du carrelage ou de la moquette par-dessus. En revanche, le même plancher mais qui est stratifié, on se dit que cet élément-là en fait est fini, on va marcher dessus. Et donc en fait, il faut prendre en compte la vie en œuvre de ce bâtiment-là. Donc le bilan carbone en fait de l'eau, du savon, qui va être passé tous les jours ou tous les 3 jours selon votre degré d'hygiène, va être en fait pris en compte dans le bilan carbone du matériau. Ce qui en fait ne permet pas de favoriser justement le réemploi dans ce cas-là. Pourquoi ? Parce que si vous avez un matériau neuf ou un matériau de réemploi et que vous prenez en compte la vie en œuvre de cette chose-là, qui quelque part ne dépend que de vous, de l'usage que vous en faites, et en fait vous allez déprécier en quote-part la partie matière de la partie vie en œuvre. Et enfin, la fin de vie, à savoir la destruction de l'ouvrage ou son traitement, ou plutôt son recyclage, ou plutôt ça repart en fait dans la chaîne du réemploi. Il y a une vraie question sur quel est le juste bilan carbone d'un élément de réemploi. On serait tenté de dire, en gros, à partir du moment où je réemploie, le bilan carbone, il est nul. Et après, c'est le reconditionnement, le transport et ainsi de suite qui est mis en place. Sauf que cet élément-là, potentiellement, il peut également demain être réemployé. Donc, ce que je veux dire par là, ça va pas dans le sens des affaires du réemploi, mais en termes de justesse en fait, intellectuelle. Un matériau qui a une durée de vie de 50 ans, s'il est réemployé en fait, 5 fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on pourrait très bien imaginer qu'on récupère la quote-part de l'utilisation. À savoir, si vous l'utilisez en fait, pendant 10 ans sur 50 ans, vous récupérez en fait 1/5 du bilan carbone de ce matériau-là, puisqu'après, demain, il ira ailleurs et ailleurs et ailleurs, et ainsi de suite. Les constructeurs. Francis Bouygues.
La première chose à faire pour les constructeurs, c'est ne surtout pas être frileux sur la pose de produits de réemploi, enfin d'être ouvert à ça. Nous, le retour d'expérience qu'on a de ça, c'est qu'effectivement, en fait, un conducteur travaux, il a 1000 problèmes au quotidien. Il a 1000 problèmes d'interaction, de phasage, de livraison et ainsi de suite. Donc lui parler de réemploi, c'est une chose nouvelle, et comme globalement dans la psychologie de l'être humain, une chose nouvelle, ça effraie. Donc juste faire sa part du travail là-dessus, c'est de se prendre le temps en fait, d'imaginer que des produits soient réemployables, d'imaginer la déconstruction du bâtiment plutôt que sa démolition, d'imaginer de mettre en œuvre en fait, ces produits. Donc ça, c'est vraiment le point de départ de tout ça. Peut-être voilà, justement de dire à ces trois majors du bâtiment qui ont fait en fait leur fortune sur le béton, peut-être de penser à d'autres systèmes constructifs qui puissent être montables, démontables. Je pense au bois notamment, qui a du mal à rentrer dans les mœurs de ces majors de la construction, même s'ils s'y mettent progressivement. Exiger l'assurabilité, ça c'est plutôt, on va dire, une question à notre sens de cohérence et de se dire que voilà, le réemploi, c'est pas du bricolage. Il y a une vraie logique en fait de conditionnement, d'assurance derrière tout ça. C'est des matériaux qui, d'un point de vue technique, à notre sens, encore une fois, doivent avoir les mêmes spécificités ou se rapprocher des mêmes spécificités techniques que du neuf, pour pouvoir être cohérent à ce niveau-là. Et surtout, exiger, surtout faire en fait la traçabilité. C'est de bien savoir d'où viennent les matériaux, où est-ce qu'ils ont été conditionnés et où est-ce qu'ils vont aller. Enfin, plutôt, ça va faciliter la récupération potentielle de ces éléments-là pour d'autres opérations, puisque on sait tout simplement, on sait d'où ils viennent. Donc ça, par exemple, c'est un bordereau de traçabilité qu'on produit. En gros, c'est comme un bordereau de suivi de déchets, c'est rien d'autre que ça. Sauf que là, l'idée, c'est de dire que non, on ne va pas jeter. Ces matériaux-là ne passent pas par le statut de déchet, mais c'est juste un transfert de propriété. C'est extrêmement simple à faire. Il y a un petit vide juridique en fait là-dessus aujourd'hui en France et on peut en profiter. L'idée, c'est simplement de dire, ça m'appartient, je te le cède pour tel usage. Et ce qui fait que la maîtrise d'ouvrage, donc qui est détenteur et qui, elle, est légalement, en fait, doit s'assurer de la revalorisation de ces déchets, ça lui permet justement en fait, de se désengager de tout problème en fait, juridique à ce moment-là. C'est voilà, je t'ai donné ou je t'ai vendu ce matériau-là et je ne suis plus responsable en fait, de ce matériau-là à partir du moment où ce bordereau a été effectué. Les démolisseurs, j'ai rien d'autre que ça. C'est développer la déconstruction plutôt que la démolition. Aujourd'hui, en fait, c'est quand même les mecs pour qui j'ai beaucoup de respect dans le milieu de la construction. Pourquoi ? Parce qu'ils font un travail que globalement personne ne veut faire. En fait, le déchet, ça salit les doigts, donc personne n'a forcément envie de travailler dans ces secteurs-là. Je connais personne, architecte, ingénieur sorti de l'école, qui se dit « ouais, je vais travailler chez un démolisseur ». J'ai pas l'impression. Donc, c'est de se dire que ces gens-là ont la capacité demain de développer des systèmes en fait de déconstruction plutôt que de démolition. Là, ce qui est compliqué, c'est que les habitudes. Encore une fois, on a l'habitude de démolir. Oui, ça peut aller plus vite, mais on peut perdre du temps après sur le recyclage des déchets sur site parce qu'il faut trier, alors que si ces éléments-là, on les a intégrés, on y a réfléchi au préalable, il peut y avoir un gain de temps et en fait un gain d'argent. Le problème, c'est que, encore une fois, il y a une activité économique. Les démolisseurs, il faut savoir, ils sont extrêmement tendus d'un point de vue économique. J'en avais rencontré un il y a 6 mois de ça et qui me disait qu'il fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et il connaît, et pour 80% de son chiffre d'affaires, donc pour 8 millions d'euros par an, il sait s'il a le marché la veille. Donc c'est des gens qui sont dans un stress, enfin j'imagine dans un stress permanent. Donc c'est très difficile de demander à des gens qui travaillent globalement à 24 heures de changer leur manière de fonctionner. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas les prendre de haut, ces mecs. Il faut plutôt les encourager à se dire, ok, tranquille, pose-toi, comment est-ce que tous ensemble on peut faire en sorte de déconstruire plutôt que de démolir. Et donc,
D'autre part, j'allais plutôt dire, c'est que ces gens-là doivent jouer le jeu également. Les devis de curage et de démolition, si vous en avez eu sous les yeux, c'est très opaque en fait. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, on ne sait pas ce qui leur coûte de l'argent, on ne sait pas où ce qu'ils récupèrent de l'argent. Donc les coûts, c'est quoi? C'est du temps homme, c'est des bennes, c'est du matériel. En revanche, il y a des moins-values. Forcément, vous allez récupérer le câblage électrique, vous allez le revendre. Pourtant, et ça n'apparaît jamais en fait, ou très rarement, dans les devis de curage démolition. Donc l'idée pour nous, c'est aussi de forcer ces gens-là à être transparents, à présenter ces éléments pour pouvoir avancer. Donc forcément diminuer le coût de la démolition par la vente de produits de réemploi, c'est s'il y a des filières, forcément ces gens-là vont être intéressés par revendre ces éléments-là. Donc il y a un gain qui peut être partagé par le démolisseur et par la maîtrise d'ouvrage. Donc là aussi, si on développe... Enfin, nous, aujourd'hui, avec nos produits de réemploi, on motive en fait les démolisseurs en leur disant « Oui, tu vas prendre plus de temps, par contre, je te paye les dalles que tu vas déposer. » Et ça joue le jeu en fait derrière. Pourquoi? Parce qu'ils voient très bien qu'ils y gagnent en fait, qu'ils y gagnent de l'argent à faire ça. Et surtout faire des études technico-économiques en fait. Combien de temps en plus ça va me prendre de déposer ces éléments-là? En revanche, si je dépose proprement, si je conditionne, est-ce que j'y gagne pas en fait de l'argent si derrière il y a une filière qui existe ou s'il y a une filière en fait qui se crée vis-à-vis de ça? Les assureurs, eux, ils ont quand même un énorme rôle à jouer. Pourquoi? Parce que si on fait un petit point sur la démarche d'assurabilité des matériaux de construction, donc une maîtrise d'ouvrage, qu'elle soit publique ou privée, globalement ce qu'elle veut, c'est une dommage ouvrage. Ce qui va demander à l'entreprise générale ou à toute entreprise d'avoir une assurance décennale. Ce qui va demander, en fait, comme aux produits de réemploi, comme aux produits neufs, d'avoir une responsabilité produit du bâtiment pour que en fait, le poseur ait sa décennale, pour que après l'entreprise générale ait sa décennale, pour que la maîtrise d'ouvrage ait sa dommage ouvrage. Alors, les assureurs, pour nous faciliter la tâche quand même, ils pourraient faire des études de sinistralité. C'est-à-dire de dire, voilà, ces 50 dernières années, sur ces matériaux-là, j'ai pas eu de problème, ou j'ai eu très peu en fait, de sinistres dans la construction. Et juste de nous aiguiller, de nous dire, voilà, si vous tapez là-dedans, je ne vais pas vous embêter. Enfin, plutôt, c'est pas que je ne vais pas vous embêter, c'est que la police d'assurance ne va pas vous coûter très cher parce que j'ai très peu de sinistres. Je donne le cas des dalles de faux plancher techniques. Notre police d'assurance annuelle, elle est ridicule par rapport justement au montant de vente annuel. Pourquoi? Parce que les dalles de faux plancher, c'est un produit qui globalement qui est pérenne, où il doit y avoir très très peu en fait, de sinistralité. Les industriels. J'ai découvert aujourd'hui Jean de Dietrich, qui est le fondateur de Dietrich Thermique, 4 siècles plus tard. Les industriels, clairement, eux, ils ont un énorme rôle à jouer. Par contre, ils ont, on va dire, le changement de braquet le plus difficile à faire. Pourquoi? Parce que ça s'appelle modifier un modèle économique. Il faut qu'ils passent de producteur à reconditionneur. Un industriel aujourd'hui, c'est pas tant qu'il fabrique un produit, c'est qu'il fait tourner une usine. Une usine, par définition, globalement, elle fonctionne à bloc. C'est-à-dire que j'investis dans une usine et il faut que j'ai un temps de retour, enfin plutôt, il faut que j'ai un TRI. Enfin, il faut que je gagne de l'argent en fait avec cette usine-là. Donc, il faut que cette usine, elle tourne le maximum possible. Et donc, en fait, quelque part, ce que je produis n'est pas très important en soi à partir du moment où j'arrive à le vendre, mais c'est vraiment le fond du travail d'un industriel. Donc, faire du réemploi, c'est un peu tuer son modèle économique. Il y a un très bon exemple qui est en Écosse. Il y avait une entreprise qui, au début du XXe siècle, fabriquait justement un concasseur à houblon. Et en fait, leur concasseur était tellement de bonne qualité qu'au bout de 40 ans, ils avaient inondé le marché, que leur machine fonctionnait tout le temps, enfin toujours, et qu'en fait, ils ont périclité parce que leur matériel était de très bonne qualité. Donc c'est un peu l'exemple inverse de l'industriel actuel. En revanche, c'est de se dire, bon, il y a peut-être une branche de reconditionnement à tenter, à tester. Aujourd'hui, nous, forcément, on est concurrents des industriels, on n'a quasiment aucun lien avec ces gens-là. On a beau les appeler, on leur envoie des mails, on a déjeuné ensemble. Il n'y a pas de suite en fait à ça, puisqu'ils nous voient comme des gens qui peuvent en fait détruire leur modèle économique. Et du coup, il y a énormément de lobbying derrière, et ça, il faut le savoir. Donc il faut pousser ces gens-là
à changer. Et pour ça, c'est de se dire, bon, vos investissements, rentabilisez-les, mais n'investissez plus en fait dans ce modèle économique-là. Investissez dans le modèle de reconditionnement, comme peut le faire Apple par exemple. Vous pouvez aller très bien sur l'Apple Store, vous avez un MacBook Pro, vous avez la version neuve et puis vous avez la version reconditionnée à côté. Même si aujourd'hui, effectivement, ça fait, j'imagine, 1% de leur chiffre d'affaires. Mais ça existe. Et justement, c'est de pouvoir présenter l'alternative, le produit neuf, le produit de réemploi. Pour exemple, en fait, donc, nous, on a développé les dalles de faux plancher de réemploi par opportunisme. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce bâtiment-là, donc à Aubervilliers, donc au nord de Paris, qui s'est construit. Donc nous, on est arrivé au moment où le marché de travaux avait été signé avec Vinci, et Icade, qui veut devenir le champion de France du réemploi, en fait, a décidé que les dalles de faux plancher techniques, donc c'est ce que vous voyez donc au sol si vous ne connaissez pas ce type de produit, allait être de réemploi. Donc le faux plancher, c'est rien d'autre en fait que 60 cm par 60 cm par 3 cm de bois qui est tôlé avec de l'acier et qu'on met sur des plots d'une épaisseur en fait variable. Tout ça pourquoi? Pour avoir un plénum, pour faire passer le câblage électrique, le câblage informatique et ainsi de suite. Pour quelle raison? Parce que ça vous permet facilement de cloisonner, décloisonner à votre envie et puis en fait de sortir un câble au moment où vous le souhaitez. Donc en fait nous on est rentré dans ce jeu-là. Ça nous a bouffé pas mal de points de vie pour en fait chaîner tous les acteurs. Qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû sourcer en fait les éléments, c'est-à-dire trouver des opérations où il y avait des dalles de faux plancher qui allaient être en fait déposées, ou plutôt qui allaient être évacuées à la benne. L'opération neuve sur laquelle on a répondu, c'est une opération de 25 000 m². En fait, on ne s'était pas bien rendu compte de la taille du projet. Parce que 25 000 m², globalement, si vous comptez 10 m² par personne, c'est des bureaux, il peut y avoir 2500 personnes. 2500 personnes, en gros, c'est le siège social d'une entreprise du CAC 40. Par définition, il y a 40 sièges sociaux d'entreprises au CAC 40, donc il y a 40 bâtiments qui peuvent faire ça. Donc en fait, nous, on a récupéré 8 gisements différents pour pouvoir alimenter ce bâtiment-là. Ce qui me permet de faire le parallèle sur l'hétérogénéité du réemploi. Tout dépend de la taille de votre bâtiment, mais en gros, il faudra accepter le fait qu'il y ait des gisements qui soient différents, qui auront sûrement les mêmes propriétés techniques, sûrement les mêmes propriétés d'usage, mais pas forcément en fait, le même aspect, le même esthétisme, la même forme. Par exemple, voilà, vous aurez peut-être des lavabos différents, peut-être des portes différentes, mais c'est une chose en fait à intégrer également dans la conception et dans l'acceptabilité ou l'esthétisme en fait du réemploi. L'idée après, c'est de déposer et de conditionner. Aujourd'hui, on s'en charge plus, on l'a fait une fois, et c'était relativement éprouvant. C'est de se dire comment est-ce qu'on dépose des éléments. Donc en fait, c'est de créer une méthode de dépose. Nous aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait fabriquer en fait des palettes qui sont pas des palettes européennes. Pourquoi? Parce qu'une palette européenne, ça rentre pas dans un ascenseur. En fait, c'est con. Si ça ne rentre pas dans un ascenseur, il faut mettre en place un lift à l'extérieur. Ça coûte beaucoup d'argent. Alors que si on fait des palettes de 80 cm par 60 cm, en fait, ça rentre tout simplement dans un ascenseur, un monte-charge et ainsi de suite. Donc notre cahier des charges, c'est on vous livre en fait ces palettes-là. Vous allez déposer proprement les dalles de faux plancher. Vous allez en fait les empiler les unes sur les autres. Vous allez les cercler et après vous allez les descendre en fait au rez-de-chaussée dans un lieu de stockage hors d'eau, hors d'air. Et on va se mettre d'accord sur un rythme en fait de récupération de ces dalles-là. Donc tous les 3 jours, il y a un semi-remorque qui débarque. Vous palettisez, vous mettez ces palettes-là, vous chargez le camion là-dedans, et donc le semi-remorque part dans nos ateliers. Dans nos ateliers, en fait, on va préparer ces éléments-là. Donc en fait, pour faire simple, le faux plancher, ce que vous avez vu, on va poser de la moquette par-dessus. Pour poser de la moquette, il faut la coller, encore une fois. Donc si demain vous avez de la moquette à préconiser, s'il vous plaît, de la moquette plombante, qui est autostable, parce que ça facilite quand même grandement le réemploi derrière. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la colle à enlever.
La colle, elle va glisser en fait entre chacun des éléments. Donc si elle glisse entre chacun des éléments, lorsqu'on retire en fait les dalles, elles sont collées les unes aux autres. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va décoller en fait la partie métallique de lame en bois. Donc il va falloir réagrafer cette partie-là. Puis on va enlever la colle en fait sur les 4 côtés avec une raclette tout simplement, donc à la main. Et puis après, on va en fait poncer la surface pour enlever toute la colle, aplanir ces éléments-là pour qu'ils soient en fait équivalents à du neuf. Donc il y a des opérateurs qui préparent les dalles là et qui les passent en fait sous ces machines-là. Il y a la question en fait de l'assurabilité. Il y a 2 personnes qui vont après sur chantier vous poser des questions par rapport à vos matériaux de réemploi. Le premier, c'est le bureau de contrôle. Le bureau de contrôle, il vous demande quoi? De respecter la norme. Donc en fait, techniquement, pour qu'un matériau de réemploi puisse atterrir sur un chantier neuf, il faut qu'il respecte la norme et la norme par chacun des éléments. Dans le cas des dalles de faux plancher, la norme, elle dit quoi? Elle dit rupture, charge, feu, électromagnétique, acoustique. Et donc, en fait, c'est des tests qu'on fait en laboratoire. Pourquoi? Pour refaire les procès-verbaux. Puisque les procès-verbaux, en fait, originaux, n'existent peut-être plus. Nous, ça nous est déjà arrivé, en fait, naïvement, on a appelé les fabricants en leur disant, voilà, est-ce que vous avez toujours les procès-verbaux qui sont liés au test en rupture, en charge, en feu de votre matériel il y a 20 ans? En fait, ils nous disent, on a changé de serveur, ou c'était sur papier et on l'a brûlé. Et en fait, ils n'ont plus forcément ces documents-là. Il n'y a pas forcément en fait, d'archivage qui se fait d'éléments, enfin de matériaux qui existaient en fait, il y a 10, 15 ou 20 ans. Donc on refait l'intégralité des procès-verbaux pour que le bureau de contrôle soit content. Et après, avec ça, on va voir notre assureur, donc justement pour avoir notre responsabilité produit du bâtiment. Notre assureur, il veut savoir quoi? Petit 1, il va vous interroger sur qui vous êtes. C'est quoi votre CV? Est-ce que vous êtes de l'art ou non? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie professionnelle? Puis il va venir en fait sur site pour regarder comment est-ce qu'on dépose en fait ces éléments-là. Il va juger en fait de la technicité de la chose, du risque, puisque c'est son métier, hein, c'est l'analyse de risque. Et il va après venir nous voir en atelier pour voir de quelle manière est-ce qu'on reconditionne ces éléments-là. Et sur la base de ça, en fait, il nous dit oui, non sur l'assurabilité de ce produit. Dans ce cas-là, ça a été positif. Et puis il nous donne une police d'assurance, enfin le prix d'une police d'assurance pour avoir donc cette assurance-là. Donc voilà. C'est assez contraignant. Pourquoi? Parce qu'il y a une question de modèle économique derrière. Nous, les tests, on les fait par gisement. L'intégralité des tests nous coûte globalement 5 000 € en fait, par gisement. Donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas récupérer des gisements de 20 mètres carrés parce que ça n'a strictement aucun intérêt d'un point de vue économique. Donc nous, on récupère en fait des surfaces de faux plancher à partir de 1000 mètres carrés environ. Sinon, il n'y a pas de rentabilité en fait, à proprement dit derrière tout ça. Donc, ce qui veut dire par là que il y a également, on va dire, certains produits vont pouvoir être facilement réemployés parce qu'il y a un modèle économique, donc pour une maîtrise d'ouvrage publique ou privée, et d'autres, il n'y a pas de modèle pour être plus facilement être intégré dans de l'habitat, en fait, dans de la construction individuelle. Pourquoi? Parce que dans le milieu, en fait, enfin, dans le milieu particulier, et j'espère que la QC validera ce que je vais dire, vous avez une assurance multirisque habitation. Globalement, ça dit quoi? C'est si le dimanche après-midi, vous achetez un luminaire sur un marché aux puces et que le lundi soir, votre appartement ou votre maison brûle à cause de ce luminaire-là, en fait, vous êtes toujours couvert. C'est bien ça? Si tu veux parler... Non, tu peux prendre, s'il te plaît. Je suis désolé, mais je suis plutôt sur un décennal, donc sur un multirisque, je ne vais pas être très bon. Okay. Désolé. Puisque j'ai le micro, les tests, vous les faites de manière aléatoire? Comment vous les faites, les tests sur les produits? Ouais. Alors en fait, c'est justement notre assureur qui nous définit déjà l'échantillonnage. Nous, c'est 0,5% des produits qu'on récupère. Donc globalement, par échantillon, c'est... sur 1000, si vous récupérez 1000 mètres carrés, ça veut dire 50 mètres carrés de dalles qu'on teste. Et après, il faut tester sur des dalles qui nous donnent les proportions, qui sont soit sur les couloirs, soit sur les rives, soit sous en fait, le bureau de monsieur ou madame lambda. Ce sont des pourcentages qui sont définis en collaboration, ou ce sont des pourcentages qui sont standardisés quelque part? Non, c'est eux qui l'ont défini. En fait, ça a été vraiment une grande première pour eux. Dans le sens où, je me rappelle, il y a 3 ans, j'étais arrivé chez SMA,
et la première question que je leur ai posée, c'était est-ce que le réemploi, ça vous parle? Il y avait 10 personnes autour de la table et tout le monde s'est regardé en chien de faïence. Donc c'est quelque chose de relativement récent. Et puis c'est comme, en fait, je reviens encore une fois sur les hommes, c'est trouver les gens motivés pour le faire. Il y a un mec ou une nana chez l'assureur qui va se dire ok, ça me plaît, j'ai envie de le faire, j'ai envie de faire avancer les choses, et en fait, je fais avancer toute ma boîte à travers ça. Ça tient beaucoup à de l'énergie humaine, en fait, tout simplement. Donc une fois qu'on a fait ces tests, on a notre assurance, et puis on peut poser en fait les éléments. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on a une fiche technique qu'on a définie. Voilà, vous avez la dalle R30B, qui est une dalle de réemploi type, qui va avoir ses propriétés mécaniques, ses propriétés acoustiques, et qui est équivalent en fait à des propriétés qu'on va trouver dans le neuf. Bon, l'idée, c'est quand même que d'ici la fin de l'année, on leur envoie en fait l'intégralité des tests et qu'on se dise bon, on n'a peut-être pas besoin de les refaire à chaque fois, parce que globalement, les résultats des tests sont quand même positifs. Et de se dire qu'on va se faciliter la tâche et pas envoyer tout en labo à chaque fois. Est-ce que Noé, tu veux bien nous donner le bilan économique de l'opération de démontage-remontage des dalles de faux plancher? Parce qu'on a vu qu'il y avait plein d'interventions, plein de personnes mobilisées à gratter de la colle. Ouais. Où est-ce qu'on en est économiquement avec ça? En gros, la première opération, pour être très transparent, le marché de fourniture de dalles de faux plancher, il était de 235 000 €. On ne sait pas vraiment ce qu'on a perdu. Ce qu'on sait, c'est qu'on a perdu de l'argent. Je pense qu'on a dû perdre 30 000 € sur cette première opération. Par contre, ça a permis de mettre en place une filière. Donc voilà, en gros, avec l'énergie de la sueur et 30 000 balles, on s'est payé la mise en place d'une filière. Aujourd'hui, globalement, on arrive à sortir en prix de vente à 15% moins cher que le neuf. Globalement, c'est ce qu'on arrive à sortir aujourd'hui. C'est qu'on est 15% moins cher qu'un produit neuf. Donc là où le produit est entre 15 et 17 €, nous on arrive à le sortir à 14, quoi, en gros. Voilà. Matériaux. En fait, il y a un vrai sujet. C'est ce que je disais avant, pour moi c'est très très simple. Pour développer des filières de réemploi, il y a les deux extrêmes. Il y a la maîtrise d'ouvrage qui va dire j'ai envie de matériaux de réemploi, et de l'autre côté des industriels ou des entrepreneurs qui ont envie de le faire. Donc d'un côté, il faut que la maîtrise d'ouvrage doit préconiser le réemploi, quitte à se dire si on ne trouve pas ces éléments-là en réemploi, on va le faire en neuf. Et c'est pas grave, mais en tout cas, ça permet l'ouverture d'un marché. Enfin, je dis simplement ça parce que nous, ça a été notre histoire. C'est parce qu'ICAD a décidé de je veux 25 000 m² de dalles de faux plancher de réemploi que nous, en faisant un calcul sur un coin de table, on se dit ok, c'est économiquement possible. Mais sans cette écriture-là dans un marché, en fait, il n'y a pas de réponse possible. Donc si vous faites ça, en fait, derrière, potentiellement, il y a des entrepreneurs convaincus qui vont en fait se lancer là-dedans. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Pourquoi? Parce que il n'y a aucun industriel, je pense, ou très très peu, qui va développer des produits issus du réemploi, tout simplement parce qu'il va tuer son modèle économique, en fait. Ou en tout cas, il va donner des mauvais signaux à ses copains industriels. Il y a pas mal de plateformes de réemploi en ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, il y a plusieurs plateformes qui sont le bon coin du réemploi, comme le bon coin d'ailleurs. Ou si vous avez des produits à déconstruire, vous pouvez les mettre en ligne et puis trouver en fait preneur. Ça a un intérêt, mais ça a ses limites également. L'intérêt, c'est quoi? Ce que je trouve intéressant, c'est de massifier auprès des maîtrises d'ouvrage publiques ou privées, donc ce que j'appelle institutionnels, des gens qui ont beaucoup de matière à déconstruire. C'est-à-dire que j'ai 1000 vasques, j'ai 5000 m² de moquettes, j'ai 50 luminaires, 200 luminaires à mettre à disposition. En revanche, c'est très compliqué dans la chaîne décisionnelle pour quelqu'un qui bosse chez Bouygues, Eiffage ou Vinci de dire je vais acheter le matériel sur un site internet en sortant la carte de crédit de la boîte. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur le bon coin, justement. J'aime bien l'exemple de la 205 GTI. Un mec qui est sur le bon coin vend une 205 GTI, c'est quelqu'un qui l'a acheté, l'a entretenu, il a passé du temps, connaît très très bien le matériel, donc connaît la technique et sait combien ça coûte. De l'autre côté, l'acheteur, c'est quelqu'un qui a rêvé de cette voiture pendant des années, qui connaît la technicité, donc il sait où seront en fait les points de faiblesse ou
ou les points positifs du véhicule et qui sait combien ça coûte. Donc en fait, il y a une transaction directe entre deux métiers de l'art, deux personnes qui connaissent et la technique et qui ont la main sur le portefeuille ou sur le chéquier. Et ça, dans le bâtiment, ça n'existe pas en fait. C'est-à-dire que la technicité en fait passe par le conducteur travaux, le planning est géré par le chef de projet, le point de vue environnemental est géré par le directeur du développement durable et la partie financière par le directeur administratif et financier. Donc vous avez 4 personnes en fait à convaincre. Et c'est là où je trouve que ça devient difficile en fait d'acheter à cette grande échelle-là sur des plateformes en ligne. En revanche, ça peut intéresser des particuliers. Pourquoi ? Parce que si j'ai 500 cabines de douche, là, moi, je suis en train de réhabiliter un appartement, une maison ou je ne sais quoi. J'achète cette cabine de douche-là sur Internet, je vais la récupérer je ne sais où, et puis je vais l'installer chez moi. Et puis basta, ça s'arrête là. Ou l'artisan, il y a 50 mètres linéaires de câblage électrique. Oui, ça peut m'intéresser en fait de le récupérer pour le réemployer sur un de mes chantiers. Si on réfléchit en fait par secteur, et en fait, c'est relativement important parce que le secteur du bâtiment, je vais faire 2 grands distinguos, à savoir le secteur du bureau et le secteur de l'habitation, qui sont extrêmement différents au quotidien dans la conception, dans la réalisation. Pourquoi ? En fait, un bâtiment de bureau, que le bureau il fasse globalement 15 mètres carrés ou 200 mètres carrés ou 10 000 mètres carrés, c'est la même chose. Ces produits-là sont extrêmement en fait, similaires. Si je caricature, il y a 10 matériaux dans les bureaux. Il y a le faux plancher, il y a la moquette, il y a les cloisons vitrées, il y a les cloisons pleines, il y a le faux plafond, il y a les luminaires. Voilà. En gros, à tout casser, il y en a 10 et des références, il n'y en a pas 36. Il n'y a pas 36 types en fait, de cloisons vitrées différentes. Donc en fait, il y a assez peu de choix, il y a une homogénéité en fait, là-dedans. Et ce qui facilite en fait, finalement le réemploi. Et d'autre part, ils sont montables, en fait, démontables. Donc, c'est ce qui permet en fait, de facilement industrialiser ces éléments-là. Donc, en quelque sorte, je peux prendre chez les gros pour les reconditionner, pour les renvoyer en fait, chez les gros. Donc, ça peut fonctionner relativement bien pour le bureau. Le cas du résidentiel, c'est très différent. Dans l'habitat, il y a 1000 matériaux différents. Encore une fois, je grossis le trait, volontairement. Et sur ces 1000 matériaux-là, en fait, vous allez avoir 1000 références différentes. Vous n'avez qu'à voir le catalogue Ikea, en fait, du papier peint, vous avez 50 références différentes, et ça, par marque, vous allez avoir également. Donc, en fait, il y a une logique esthétique, il y a une logique de « je veux ce produit-là exactement », qui va être très, très difficile, en fait, à satisfaire à l'échelle de 1000 m² ou plus. Pourquoi ? Parce que ça va être très difficile de sourcer en fait, la quantité de matériaux suffisant pour la volonté de l'architecte, de la maîtrise d'ouvrage. Ce qui dit également une chose qui est peut-être de réfléchir à l'inverse, c'est-à-dire c'est de concevoir avec les matériaux qui seront disponibles dans 2 ou 3 ans lors de la construction du bâtiment. Ce qui est un peu une logique en fait, inverse de ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu. Il y a une logique en fait, d'usure également là-dedans, c'est-à-dire qu'effectivement les matériaux dans le résidentiel ont tendance à s'user un peu plus rapidement que dans le bureau. Et il y a une logique, donc ce que je disais, esthétique également là-dedans. Il y a le fameux visser ou coller, il n'y a rien de pire que ça pour récupérer des matériaux, typiquement en fait le carrelage c'est très très difficile à récupérer, les vasques si elles sont collées vous les détruisez, alors qu'en fait si on avait pensé à réfléchir à d'autres en fait modes de pose, ça faciliterait la démontabilité des éléments et donc leur réemployabilité ultérieure. Donc nous à court terme on voit qu'une chose, c'est créer un magasin, c'est-à-dire de prendre chez les gros. Donc vous prenez 1000 vasques. Et en fait, vu que vous n'arrivez pas à les vendre à Altarea Cogedim, à Bouygues Immobilier, à FH Immobilier, à je ne sais quoi, parce qu'ils ne sont pas intéressés par ça, pour des questions d'homogénéité, pour des questions d'usure, pour des questions culturelles, en fait, vous allez les vendre un par un sur un modèle en fait, qui peut être très bien en fait, Leroy Merlin, et c'est une chose à laquelle on pense en fait, fortement aujourd'hui. Quels sont en fait... après tout ça, les futurs possibles ou envisageables. Globalement, la technique, elle se trouve toujours. À partir du moment où il y a un modèle économique. Déposer des choses ou réfléchir à des produits qui soient facilement montables, démontables, ça se trouve. Ce n'est que de la technicité, c'est que de l'ingénierie, c'est que de l'expérience.
on trouvera toujours une manière de faire. La réglementation, l'assurance, c'est soit de l'interprétation, soit de l'écriture ou de la réécriture en fait des choses. C'est du dialogue, c'est de la communication, c'est des choses qui se règlent en fait également. Il y a un autre sujet qui me tient à cœur, c'est la finance. Aujourd'hui, la personne qui a le plus gros potentiel écologique au monde, c'est des mecs qui sont soit au CAC 40, soit à Wall Street ou je ne sais où, mais en tout cas, c'est des financiers. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la capacité de mettre l'argent au mauvais endroit comme au bon endroit. Donc en fait, l'idée, c'est de dire, c'est que plutôt que de mettre votre argent dans des actions qui vont vous ramener 12% annuels, mais qui sont extrêmement carbonées, vous allez les mettre dans du 4%, donc dans du moins rentable, mais qui soit bas carbone. Et c'est des choses qui ne se font pas encore assez aujourd'hui. Donc je pense à ça pour justement financer le réemploi, c'est de trouver justement des acteurs bancaires ou financiers qui peuvent vous suivre en fait là-dedans. D'autre part, la culture du changement. Non, ce que je disais, c'est que sur la question des dalles, en fait, on savait qu'on allait avoir un problème à la fois culturel, c'est-à-dire faire comprendre aux gens qu'on a envie de récupérer des matériaux qui sont considérés par ces maîtrises d'ouvrage-là comme du déchet. Donc, non, c'est pas du déchet, c'est une ressource. La deuxième problématique, c'est la technique, c'est comment en fait, transformer, reconditionner ces matériaux-là. La dernière, en fait, c'est l'assurance. On pensait que voilà, l'ordre de difficulté allait être croissant. Et en fait, non. La première chose qu'on a résolue, c'était l'assurabilité. En fait, ça a pris 1 an, mais c'était la chose en fait, qui arrivait en premier. On a pris le temps en fait, de discuter avec des assureurs, mais ça a fonctionné. La deuxième, c'était la technicité de reconditionnement, ou plutôt la difficulté à rentrer dans l'épure économique. Pourquoi ? Parce que quand on reconditionne, en fait, on a énormément de consommables et l'idée, c'est de trouver les bonnes techniques en fait, pour limiter la consommation de ces consommables-là qui vont gréver en fait, votre bilan économique. En revanche, le plus compliqué, ça a clairement été le culturel. Combien de fois on a appelé en fait, des maîtrises d'ouvrage, des entreprises de démolition, on leur a dit « on récupère vos dalles de faux plancher ». Et les mecs nous disent « qu'est-ce que vous voulez en foutre en fait, de ces dalles-là » Et ça a pris énormément de temps. En fait, on a mis 1 an à sourcer 20 000 m² de faux plancher, là où globalement, aujourd'hui, maintenant, les gens ont compris, on en source 10 000 m² par mois, en moyenne. Mais ça a pris énormément de temps et d'énergie de faire comprendre aux gens que là, il y a un vrai sujet et il faut y aller. Donc, ce que j'aime bien résumer par l'écoute, la bienveillance, une fois qu'on s'est compris, on arrête de discuter et on avance. Donc, pour moi, c'est les trois sujets pour faire en sorte que le réemploi en fait, puisse en fait, demain avancer au rythme qu'il faudrait. La question qu'on peut se poser, c'est au final, est-ce que en fait, tout ça sert à quelque chose ? Et je vais finir en fait, là-dessus. Parce qu'en fait, on a fait le bilan carbone de notre action. Chaque mètre carré de dalle de faux plancher en fait, qui sort de notre atelier, on estime que c'est 1 mètre carré qui ne va pas être produit en, fait, en neuf parce que le client a choisi un produit de réemploi plutôt qu'un produit neuf. Notre produit, en fait, le produit équivalent neuf, il émet 50 kg de CO2 par mètre carré. En fait. Donc nous, on estime qu'on évite ça. On a une production annuelle de 80 000 mètres carrés, donc on évite en gros 4000 tonnes de CO2 par an. Il y a 8 personnes qui bossent chez nous, donc en fait, à titre individuel, une personne chez nous économise 500 tonnes en fait, de CO2 à la société, globalement. Un Français, c'est 7 tonnes de carbone par an. Globalement, c'est le bilan carbone d'un Français à l'échelle nationale. Donc, une personne qui bosse chez nous, elle compense pour 70 Français. Donc, il y a 70 millions de Français. Au prorata, si il y a des gens qui ont une action qui vont dans le même sens que nous, en fait, il faut 1 million de personnes qui trouvent des solutions. Et 1 million de personnes, c'est 1,5% de la population. Donc, c'est que dalle. Donc, j'ai envie de dire la réponse à la question précédente, c'est un grand oui, quoi. Merci à vous. Et des questions, j'imagine. Oui, bonjour Eric Gaspard à l'ADEME. C'était pour bien comprendre, là, quand vous parliez de nos amis du CSTB, et de la FDES qui n'existe pas donc, dans la partie réemploi, si j'ai bien compris. Elle existe dans le recyclage, mais pas le réemploi. Ouais. Et donc c'est une question méthodologique ou c'est une question de personne n'a voulu dépenser X milliers d'euros par FDES ?
Non, en fait, la question, elle est, enfin plutôt la réponse, elle est assez simple. Ils sont pas assez, en fait, au CSTB chargés de cette partie-là. Donc aujourd'hui, tout le monde commence à s'exciter parce qu'il y a le calcul plus c'est moins en fait qui est en train de sortir. Donc il y a les industriels qui débarquent pour avoir donc des FDES et en fait ils privilégient pour le moment les matériaux neufs plutôt que les matériaux de réemploi. Pourquoi? Et je peux le comprendre aussi. On sait faire sur du neuf, le réemploi, il y a un peu plus de questions à se poser. Il y avait le bureau Elan a essayé d'intégrer ça. Ils ont fait une recherche juste notamment là-dessus, comment intégrer ça dans les FDES. Et ils ont pris, je crois, il n'y a pas... Non, elle n'est pas là. Ils ont dû trouver une solution pour ça. C'est pas le temps le problème de la faire. En fait, ce que je dis dans mon propos, c'est juste que pour accélérer en fait le réemploi des matériaux de construction, au même titre qu'il y a des fiches en fait standards pour des matériaux neufs qu'a fait le ministère, ce qui serait bien, c'est qu'il y a également des fiches standards qui soient faites en fait pour les éléments de réemploi, pour que, en attendant que des FDES de matériaux de réemploi arrivent d'ici 1 an ou 2, qu'on puisse déjà valoriser le réemploi dans les projets, et notamment dans le calcul plus c'est moins, par ces fiches standards-là. Merci pour l'intervention au passage, c'était effectivement extrêmement intéressant. Est-ce que finalement les réglementations environnementales ne seraient pas les principales sources de production d'économies linéaires? Je m'explique. On demande aujourd'hui, par exemple, à des fenêtres d'être de plus en plus performantes d'un point de vue thermique, d'un point de vue acoustique, ce qui, à mon sens, rend particulièrement difficile le réemploi d'un certain nombre d'éléments qui rendront difficile de garantir une performance, encore une fois, qu'elle soit thermique, acoustique, etc. Quelle est votre position par rapport à ça? Et j'ajouterais à cette question-là la question des équipements techniques. On va aussi vers des réglementations environnementales qui exigent la mise en œuvre, la mise en place de plus en plus d'équipements techniques. On sait qu'un certain nombre de ces équipements techniques n'échappent pas à la question de l'obsolescence programmée, de la même façon que de la hi-fi. Donc comment est-ce qu'on travaille sur ces aspects-là et par exemple sur le réemploi? Et je reviens juste rapidement sur la question de la mise en œuvre. C'est important ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il y avait effectivement une marge de sécurité dans le bâtiment qui était bien plus importante que dans d'autres secteurs économiques. Bah oui, tout simplement parce qu'à chaque fois, ce sont des hommes qui vont mettre des produits en œuvre avec tous les aléas que ceci peut entraîner. Donc c'est pour ça que j'insistais sur ce sujet tout à l'heure. Effectivement, enfin, votre remarque est pertinente dans le sens où il y a de l'obsolescence programmée, mais il y a aussi de l'obsolescence technique. C'est que demain, la réglementation thermique, enfin plutôt aujourd'hui, vous demande d'avoir des doubles vitrages performants. Donc oui, on ne va pas pouvoir mettre du simple vitrage en fait, de réemploi pour passer le cap de la réglementation thermique. En revanche, demain, et c'est ça qui est intéressant justement dans le calcul plus c'est moins, c'est que vous avez à la fois l'énergie qui est consommée par votre bâtiment, donc qui dépend de son enveloppe, quelque part, enfin, notamment de son enveloppe, et également le bilan carbone qui est lié en fait à l'énergie qui a été utilisée pour sa mise en œuvre. Donc on peut très bien imaginer, c'est une chose qu'on a en tête, mais on ne s'est pas amusé encore à le faire par type de matériaux. Effectivement, est-ce qu'un double vitrage il y a 10 ans qui n'a pas un U de 1,4 mais un U de 2, si on ne comptabilise pas en fait son bilan carbone, en gros, il peut être plus déperditif. La question, c'est quand est-ce que les courbes se croisent. Donc c'est ça le fond de la question en fait. À mon sens, si on arrive à trouver un équilibre entre j'économise énormément d'énergie grise, par contre je vais consommer un peu plus d'énergie primaire, d'énergie finale, il faut regarder quand est-ce que les courbes se croisent. Si effectivement c'est au bout de 6 mois, ça n'a strictement aucun intérêt. En revanche, si c'est au bout de 20 ans, bon, allons-y quoi. Enfin, sachant que finalement, le temps de retour enfin, lorsque vous avez une maison individuelle et que vous changez par exemple uniquement les fenêtres, le temps de retour économique et le temps de retour environnemental, il est quand même relativement long. Même si vous économisez sur votre facture. En fait, quand vous faites une rénovation énergétique, vous ne le faites pas tant pour vous que pour vos enfants à qui vous allez céder en fait, ce bien immobilier. Donc là, la question se pose d'autant plus. Donc oui, je pense que par un calcul en fait, en coût global énergétique ou coût global carbone sur la durée de vie du bâtiment, on va pouvoir savoir si est-ce qu'il vaut mieux en fait changer des menuiseries ou utiliser des menuiseries de réemploi. Sachant que si on fait cet exercice-là, on sort quand même du fait qu'on consomme des ressources énergétiques et des ressources matérielles, quoi qu'il arrive dans ce cas-là. Maxime, moi je suis comptable. J'avais une question plus par rapport aux deux industries vous disiez qu'il y avait les industriels qui se mouillaient pas trop pour justement investir là-dedans, mais normalement pour un industriel, il faut toujours voir le lendemain, imaginer le lendemain, c'est mieux, sinon après on se rate et on est totalement à côté de la plaque comme Kodak par exemple sur la photo. Mais du coup, est-ce qu'à l'heure actuelle,
il y a cette demande, il y a ce marché qui peut motiver les industriels. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous ne pourriez pas, enfin vous, ceux qui sont dans ce milieu-là déjà, penser à plus faire de la publicité pour motiver les demandeurs et motiver derrière les industriels? En fait, l'exemple de Kodak, quelque part, il est encore pire. Ils avaient compris l'appareil photo numérique, mais ils ne l'ont pas sorti. Les industriels pourraient être ouverts, en fait. C'est pas tant qu'ils sont ouverts au réemploi, c'est qu'ils sont plutôt ouverts au recyclage. Pourquoi Danone le fait énormément dans le milieu justement des bouteilles d'eau. Pourquoi? Parce qu'ils ont énormément de problèmes à sourcer. Enfin, c'est pas qu'ils ont des problèmes, mais à sourcer du plastique qui rentre dans leur chaîne de production et qui soit homogène. En fait, ils achètent du plastique dans 10 usines différentes et le plastique, oui, c'est peu ou prou le même, mais c'est pas le même. Alors que là, ce qu'ils sont en train de mettre en place et ce qui est intelligent, c'est justement de récupérer la bouteille de Vittel, voilà, qui va repartir chez Danone pour refaire du Vittel. Donc, ils savent très bien, ils connaissent leurs produits, ils vont le déchiqueter et après, ils vont en refaire en fait une bouteille. La question, dans ce cas-là, et qui est la même pour le réemploi, est-ce qu'ils n'auraient pas plutôt intérêt à faire de la consigne? Enfin, plutôt environnementalement parlant, est-ce que ça ne serait pas plus intéressant? Le problème, encore une fois, c'est s'ils font ça, à court terme, c'est une usine qui ferme, quoi. En quelque sorte, c'est des gens au chômage, ou plutôt, enfin, là je suis un peu radical, c'est des gens qu'on pourrait remettre sur un autre secteur, par exemple, faire passer des gens de l'usine de production à la gestion, en fait, de la consigne. Ça pourrait être très bien envisagé. La question sur la publicité, oui, sauf que en fait, on est des nains et que eux, c'est Goliath en face. C'est que si on avait l'argent pour faire de la publicité, on le ferait sûrement. Mais aujourd'hui, c'est là où je reviens sur la finance pour avoir rencontré un peu ces mecs-là. C'est eux qui ont la clé de tout. Hein. Si demain la finance décide que le réemploi ça va fonctionner, dans 5 ans c'est plié. Mais vraiment c'est plié. S'ils mettent l'argent au bon endroit, et en plus ils vont en gagner. Ils en gagneront moins que dans le pétrole, dans le charbon ou je ne sais quoi. Mais vraiment je pense qu'en l'espace de 5 ans c'est réglé. Ils ne se feront pas des copains, ça c'est sûr. Mais ils ont ce pouvoir de changer les choses, quoi. Alors moi, c'est plus une remarque qu'une question. On fait un peu le même métier, moi plus sur le volet thermique. On est aussi passionné sur le sujet réemploi, réutilisation de produits. On s'aperçoit simplement que E+, C-, la performance énergétique, les bilans CO2, ça passionne que les ingénieurs. Et en fait, ça ne crée pas d'envie et ça ne crée pas de projet. Et ce qui crée des projets, ce qui va amener le réemploi, c'est l'envie et c'est, je fais un peu l'archi, mais la poésie ou la création d'une histoire. Et dans les projets, on a réussi à faire intégrer des notions de un tout petit bout de réemploi ou un tout petit bout de matériaux locaux, ce qui fait que les gens continuent à y aller et finalement à le demander, c'est la belle histoire qu'on a créée. Et c'est les pierres de la maison qui était à côté, qui a été détruite, qui est réutilisée, c'est la belle poutre qui est réutilisée quand même pour faire un meuble. Et c'est cette notion de poésie et d'histoire à créer qu'il faut amener dans les projets. Alors, sur des dalles de plancher, c'est peut-être un peu plus dur. Mais je crois que dans le réemploi, il y a un vrai sujet justement sur créer une passion sur le sujet. Et une fois qu'on est dedans, on est mordu. Ouais, ça me va super bien en fait comme réponse. Non, je pense vraiment il y a les deux actions en fait qu'il faut mettre en œuvre. Il y a effectivement la poésie, la culture, vous l'appelez comme vous voulez, mais après il y a aussi l'action radicale, on va dire à mon sens du bilan carbone, parce que il y a une urgence. Hein. Enfin moi je le ressens comme ça, hein, comme une urgence. Il y a un moment la poésie ça va 5 minutes quoi. Enfin en étant très caricatural. Pourquoi? Parce que ce qui nous attend, ça va pas être très poétique. Au final, alors soit on décide d'être poétique là tout de suite, oui, il faut passer un coup de pommade, mais il peut se passer des trucs qui vont être un peu étranges, je pense. Tout ça pour dire, ouais, l'effet culturel, il passe très bien en racontant des histoires. Je donnais l'exemple hier en fait de la paille en plastique. En l'espace de 3 semaines, il y a les pailles en plastique qui ont disparu de 50% en fait, des bars, quasiment. C'est allé à une vitesse complètement folle. Pourquoi? Parce qu'il y a une photo avec une tortue et une paille en plastique qui lui passe dans le nez. Ça marque. C'est pas très poétique, certes, mais ça marque. Et c'est des éléments comme ça qui font avancer les choses. Mais d'autre part, je pense qu'on est vraiment dans une société en fait qui manque d'ordre de grandeur. Je pense qu'on est vraiment, les métiers d'architecte, d'ingénieur et ainsi de suite, c'est le bon endroit. Pourquoi? Parce que c'est retrouver les ordres de grandeur.
C'est vraiment ce qui manque aujourd'hui, je pense, dans le journalisme, dans la politique, d'une manière globale, c'est que les gens n'ont pas l'ordre de grandeur de ce qu'ils racontent. C'est quoi le bilan carbone de ça? C'est quoi le pourcentage de ci? C'est oui, je donnais l'exemple du Parisien en chaussures jaunes qui va faire le tri de ses déchets, qui va utiliser des matériaux bio, qui va être vegan et ainsi de suite, mais qui prend l'avion 3 fois dans l'année. En fait, si vous avez les ordres de grandeur, vous arrêtez de prendre l'avion et puis vous mangez un steak de temps en temps, quoi, et ça vous fera pas de mal, quoi. Mais pour moi, c'est toute la problématique aujourd'hui de cette société-là. C'est que tout va très, 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 très vite et on se pose pas pour juste réfléchir à c'est quoi l'impact de mes actions.